Bienvenue sur le premier podcast National Geographic. Nathan est un reporter National Geographic que nous avons envoyé sur Mars en 2042 pour visiter la première colonie martienne. Voici son histoire. Test micro, test 1, 2, 1, 2. Reportage sur Mars 2042-2043. Départ dans quelques heures. Iris, Iban, Alex, Stéphanie et moi nous apprêtons à embarquer dans le Galileo pour un voyage de 7 mois vers Mars. Nous allons rencontrer les scientifiques de l'IMSF qui ont permis à l'homme de coloniser Mars. C'est la première fois que des journalistes sont invités à visiter cette colonie, dont on sait en fait peu de choses. Nous resterons sur place 8 mois en observation avant de revenir sur Terre. J'enregistrerai mes impressions au fur et à mesure pour ne pas perdre le fil des événements. Terminé. « 23 mars 2042. Le décollage était encore plus impressionnant que ce que j'imaginais. Aucune session d'entraînement, aussi longue soit-elle, ne pouvait me préparer à un tel choc. Et je me rappelle que d'une série de secousses, après, je me suis évanoui. Qu'est-ce qui m'a pris de me porter volontaire ? J'aurais dû laisser Sandra faire ce reportage. Mais bon, peut-être qu'un sceptique comme moi était ce que recherchait la rédaction. Nathan, excuse-moi de t'interrompre, mais on va se répartir les lits. Si tu veux pas finir dans un placard, tu ferais mieux de venir. Ça, c'est Iban, un des journalistes partis en reportage avec moi. Je ferais bien de suivre son conseil. Ah, vous êtes là. J'étais justement en train de dire à Alex et Stéphanie que comme ils sont en couple, la plus grande couchette sera pour eux. On peut choisir parmi les 4 autres couchettes. Je peux prendre celle du bas. Et moi, je vais prendre celle du haut. Et toi, tu choisis quoi, Nathan ? Je vais alterner entre les deux restantes. Tu sais que ça enregistre encore, là ? Attends, tu penses vraiment que ce grand moment de diplomatie internationale va intéresser quelqu'un ? « 24 mars 2042. La route pour Mars est encore longue. Un peu moins de 7 mois nous séparent de la planète rouge et de ses nouveaux habitants. En moins de 10 ans, ils sont parvenus à bâtir leur rêve fou d'une colonie humaine sur ce qui semblait être le meilleur plan B de l'humanité. Un peu comme les Homo sapiens se sont aventurés hors d'Afrique il y a plus de 60 000 ans, eh bien, nous avons commencé à envisager le cosmos comme une carte infinie. L'exploration est peut-être liée à notre instinct de survie primitif. Ce reportage, c'est un peu l'occasion de comprendre pourquoi il a fallu imaginer un ailleurs habitable quand on a cessé de protéger la Terre. Avant, je n'avais en tête que la préservation de notre planète, même si la curiosité me poussait de temps en temps à regarder les étoiles. À 35 ans, j'ai grandi dans un monde en difficulté. Un monde dans lequel le profit était une priorité. J'ai commencé à exercer mon métier de journaliste il y a 10 ans, quelques mois à peine avant le lancement de la mission de l'IMSF. Qui aurait cru que la colonisation de Mars serait aussi rapide ? Quand j'ai annoncé mon départ pour Mars à mes proches, ils m'ont regardé d'un drôle d'air. Avoue qu'un journaliste environnemental dans l'espace, ça n'a pas beaucoup de sens. Pendant des années, j'ai fait partie de ceux qui ne comprenaient pas qu'on dépense de telles sommes pour construire des fusées et mettre en orbite des satellites quand cet argent aurait pu servir sur Terre à une meilleure répartition des richesses, à la construction d'une agriculture durable, au développement de ressources artificielles non nocives. Mais aujourd'hui, je suis un peu moins idéaliste, en fait. Ça fait 60 ans que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, expliquent que l'humanité court à sa perte en exploitant les ressources naturelles, en déplaçant les populations indigènes, en exterminant les espèces sauvages si nécessaires à l'équilibre fragile d'une planète comme la Terre. À bord du Galileo, je me rends bien compte du génie humain nécessaire à une telle exploration, et combien il était indispensable de penser l'avenir sur une autre planète.
non pas pour reproduire les erreurs passées, mais pour sauver l'humanité de la fin que lui réserve la planète qu'elle a tant malmenée. Parmi les journalistes qui m'accompagnent, 2 travaillent pour le New York Times, Alex et Stéphanie. Ils sont en couple, et depuis plusieurs années. Ils doivent avoir à peu près le même âge que moi. Ils n'ont pas d'enfants. Et d'habitude, ils sont séparés par plusieurs milliers de kilomètres parce qu'ils couvrent les conflits que le changement climatique n'a fait qu'aggraver ces 20 dernières années. En définitive, pour eux, ce reportage est presque une villégiature. Iban, quant à lui, est reporter pour El País. Il a 40 ans, il est divorcé et a 2 enfants qu'il voit assez peu. Il se voit comme un reporter de l'extrême, comme un Christophe Colomb des temps modernes, harnaché à un vaisseau spatial. Il a fait des études d'astrophysique, et il n'a pas l'air d'avoir abandonné son rêve de jeunesse de devenir astronaute. Il semble ne pas souffrir de la solitude qui nous abat tous. Il lit tout le temps, se documente, explore avec passion ce qui a été écrit sur la vie d'après, la vie sur Mars. Enfin, il y a Iris, une reporter anglaise qui a choisi de faire ce reportage en freelance pour le Guardian. Elle est spécialisée dans le journalisme scientifique. Elle est douce et discrète, quoique un peu revêche. Nous parlons relativement peu, mais je trouve que nos échanges sont toujours très réconfortants. Nathan ? 27 mars 2042. De 1961 à 2033, 606 astronautes ont vu le Soleil se lever derrière la Terre, et 24 d'entre eux ont regardé celle-ci de très loin. Ils étaient seuls face au cosmos. Jusqu'au milieu du XXe siècle, on n'avait pas besoin d'exprimer ce que signifie le fait de voir notre planète depuis l'espace. L'homme ne pensait tout simplement pas en termes de vols spatiaux. Gennady, un des 7 astronautes qui encadrent les journalistes partis constater la colonisation de Mars, m'a confié que ce qui le ramenait à chaque fois sur Terre était encore plus puissant que la gravité. Il m'a conduit au poste d'observation de la planète et m'a laissé la contempler à mon tour. Elle est si belle, si pure et si fragile. Je suis là depuis plusieurs heures. Je me sens étrangement très proche de chaque personne sur Terre. Qu'est-ce que j'aimerais vous donner à tous la chance extraordinaire que j'ai d'observer cette oasis improbable. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Nathan FM, la première radio en direct de l'espace. Laisse-le, Iban, chacun ses méthodes. Ah, attention, hein, je me moque pas, je prends part à l'exercice. Bah moi je trouve que c'est une bonne manière de gérer un premier voyage dans l'espace. Vous savez, le mien c'était il y a un moment déjà, mais je me souviens qu'entre 2 expériences, j'aimais bien m'isoler pour écrire un peu, être un peu tranquille. Mais Chris, t'as fait combien de voyages dans l'espace déjà ? C'est mon 5e. Juste une question comme ça, on s'habitue à se nourrir de sachets au bout de 5 voyages ? Tu sais, ça s'est déjà beaucoup amélioré ces 10 dernières années. Vous auriez connu les repas dans des capsules minuscules en apesanteur, c'était autre chose. Là, c'est du grand luxe. Ça m'aurait peut-être aidé à mieux digérer. Parce que ces épinards déshydratés, c'est pas fou, hein. Oh, mais arrête, Alex. On savait qu'on signait pas pour un voyage gastronomique. Et puis c'est la chance d'une vie d'être là. Allez, on coupe, ce serait dommage de ne pas prendre pleinement conscience de ce repas. « 29 avril 2042. Voilà près d'1 mois que je n'ai pas écrit. La vie à bord a été mouvementée. Il y a eu un grave problème technique qui nous a forcés à puiser dans nos réserves de carburant pour arriver plus tôt à destination, avec tous les risques que cela induit. Je me suis rapproché des 4 autres journalistes. Avant, les conditions n'étaient peut-être pas réunies pour laisser des reporters venir poser des questions aux scientifiques sans compromettre la terraformation de Mars. D'ailleurs, il y a quelques années, un aller-retour pareil était inimaginable. Les 6 membres du Daedalus
ont fait preuve d'un courage incroyable en partant pour Mars sans espoir de retour. Moi, savoir que je pourrais retrouver ma famille, mes amis, les arbres, le vent, la mer, tout ce qui nous manque cruellement depuis notre départ, est un réconfort immense. Sans ça, je crois qu'aucun d'entre nous n'aurait pu le faire. Mais bon, aujourd'hui, l'IMSF a besoin de publicité. L'opinion publique s'interroge sur la lenteur des recherches menées sur place et sur le possible partage de Mars. « 6 mai 2042. Aujourd'hui, je passe la journée avec Adrian, un astronaute et biologiste polonais qui encadre la mission. C'est sûrement l'un des plus discrets à bord. Une petite partie du vaisseau lui est réservée. Un laboratoire dans lequel il fait pousser plein de plantes dans une terre qui imite la terre martienne. Il doit apporter ses nouveaux échantillons à la colonie pour les aider à diversifier les cultures et ne plus dépendre des envois alimentaires extrêmement coûteux. C'est bien ça, Adrian ? Oui, c'est ça. Alors, là, je reconnais des semences de tomates. Ça, c'est du seigle, des carottes, du cresson. Ça, on dirait de l'arnica. Adrian, je reconnais pas cette plante, par contre. Celle qui ressemble à une mauvaise herbe avec des fleurs jaunes. De la moutarde des champs. Tu peux manger les jeunes pousses sans problème. Et au contraire, c'est très bon pour la santé et pour la digestion. Et son nom, c'est parce que si tu moules les graines, ça donne une sorte de moutarde. Mais consommer en grande quantité, c'est du poison. Il faudra peut-être mettre une petite mention à consommer avec modération, alors. C'est une idée. Excuse-moi, je dois faire 2 tests sur ces plantes-là. Adrian, j'ai le sentiment que l'humour ne sera pas le ciment de notre relation. Bien vu. « 15 mai 2042. Voilà bientôt 2 mois que nous sommes partis. J'ai beau apprécier le reste de l'équipage, l'isolement n'est pas un bon compagnon. Bon, je fais du sport 3 heures par jour, parfois plus. Et je tente de rester le plus en forme possible, sachant ce qui attend mon corps au sortir du sas. La gravité ne sera pas la même. L'air y sera irrespirable à l'extérieur des dômes de la colonie. Comme l'air me manque. Nous nous éloignons peu à peu de la Terre. Les 76 millions de kilomètres qui la séparent de Mars semblent interminables. « 13 juin 2042. La Terre n'est maintenant plus qu'un point à l'horizon. Et j'ai le sentiment d'être perdu au milieu de l'Atlantique par une nuit sans étoiles. Le voyage vers Mars est une épopée, une vraie épopée. Pas étonnant que la plupart des millionnaires qui rêvent d'espace n'aient pas vu aussi grand et se soient contentés de stations spatiales ou de courts courriers vers la Lune. Les coûts pour une destination aussi éloignée que Mars restent faramineux et les ressources naturelles sur Terre pour propulser de tels engins se font de plus en plus rares. En fait, les 2/3 des tentatives d'envoyer des sondes sur Mars s'étaient soldées par des échecs avant que l'IMSF ne parvienne à faire de la colonisation de la planète le succès qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup de gens s'étonnent que nous ayons été si longs à aller sur Mars quand le voyage sur la Lune semblait si facile, mais c'est oublier la distance qui sépare la Terre de la Lune et de Mars. Aujourd'hui, un aller-retour pour une distance moyenne de 381 500 km aller et 381 500 km retour pour la Lune ne prend que 6 jours. L'échelle est bien différente pour Mars, qui, contrairement à la Lune, n'a pas le même itinéraire que la Terre. La Terre orbite autour du Soleil en 365 jours, quand Mars évolue autour du Soleil en 687 jours terrestres. C'est la raison pour laquelle, à certaines périodes, les 2 planètes peuvent se rapprocher de plusieurs milliers de kilomètres. Et c'est en général à cette période que l'on envoie des ravitaillements, les hommes, ou dans notre cas les journalistes, quand les 2 planètes sont du même côté du Soleil. Heureusement, notre trajectoire va bientôt prendre fin. « 31 juillet 2042.
Ma nièce Apolline a fêté ses 5 ans hier et sa vidéo, son message, m'a ému aux larmes. Ses 2 dents de devant sont tombées et le chocolat du gâteau d'anniversaire lui donnait un air de pirate. Les conversations en décalage sont loin d'être idéales, surtout à une époque où rester en contact sur Terre est devenu si facile et évident. Mais ces messages éclairent la nuit que nous traversons comme des milliers d'étoiles filantes. « 14 août 2042. Mars est enfin en vue. Et je m'attendais pas à être si heureux. Mais la planète est enfin là, à portée de regard. C'est quelque chose, hein. On se croirait dans un roman de Jules Verne. C'est extraordinaire. Tu sais, maintenant, je réalise un peu mieux pourquoi on a parcouru une telle distance. Ça va être difficile de résumer ça en 10 000 signes. « 23 septembre 2042. Nous devrions nous poser dans quelques heures sur Mars avec quelques jours d'avance. Nous avons tous hâte d'arriver et de pouvoir enfin explorer ce désert rouge. Terminé. « 24 septembre 2042. La violence du décollage n'était rien comparé à notre arrivée sur Mars. Notre vaisseau est en partie endommagé, et nous avons finalement atterri à 35 km de notre point d'atterrissage initial. Attends, je vais t'aider. Ton micro est allumé ? Remarque, laisse-le, hein, ça m'intéresse d'avoir l'enregistrement. Et voilà. Il te manque plus que ton casque et tu seras prêt à sortir. Chris, tu peux jeter un œil ? Pour moi, tout est ok. La lumière naturelle est éblouissante. Vous y voyez quelque chose ? Comment décrire ce paysage ? C'est un immense désert de roches rouges. S'il y a eu de la vie ici, elle s'est pas éternisée. Nous allons embarquer dans le rover. Gennady va maintenant nous conduire tant bien que mal à la colonie. Notre reportage va enfin pouvoir commencer. Nous venons d'arriver dans la colonie. Nous sommes actuellement dans un grand sas. On attend d'être reçus par les scientifiques de l'IMSF. C'est encore assez difficile de marcher. Alors mes camarades et moi, on préfère attendre assis. Le comité d'accueil ne devrait plus tarder. Bonjour à tous. Eva Hollington, assistante du commandant de la base. Comment vous sentez-vous ? Bon, j'ai ma petite idée. Nous sommes ravis de faire enfin votre connaissance. Depuis le temps que nous vous attendons, nous sommes très impatients de vous montrer tout ce que nous avons déjà pu mettre en place sur Mars. Enfin, avant toute chose, et je sais que le voyage a été long, mais avant de vous reposer, nous allons vous demander de rester ici. Notre médecin en chef va venir vous examiner. C'est vraiment nécessaire de le faire maintenant ? Je me sens très fatiguée et j'aimerais m'allonger un peu avant de commencer la visite. J'ai bien peur que ce soit la procédure. Nous devons nous assurer que vous allez bien et nous vous laisserons ensuite, bien entendu, le temps de vous acclimater à votre nouvel environnement. Nous sommes tous passés par là. Je comprends. Bonjour, je suis Marie, le médecin de la base. Bonjour. Votre nom ? Nathan Bénard, Vous travaillez pour quel journal, Nathan ? National Geographic. Alors on va regarder bien droit et fixer la lumière. Regardez en l'air maintenant.
Ouais. Je vais prendre votre tension. Bon, votre tension est normale. On va tester vos réflexes. Et cette lumière, là, c'est un micro? Oui. Vous enregistrez tout votre reportage là-dessus? Non, pas tout. Mais les moments importants. Et l'arrivée sur Mars me semble être quelque chose d'important. Elle l'est toujours. Essayez de me serrer la main. Bon, très bien. On va maintenant vous emmener à la salle d'examen. D'accord. Arthur, tu peux venir aider Nathan à aller dans la salle 2, s'il te plaît? « 27 septembre 2042. Nous sommes arrivés sur Mars il y a 3 jours. Mon corps ne s'est pas complètement acclimaté, mais je me sens déjà mieux. Je marche un peu plus facilement maintenant, même si mes jambes restent assez faibles, après les mois passés dans le vaisseau. Je suis pas beaucoup sorti de ma chambre. À la déco un peu spartiate d'ailleurs. Je vais essayer dans les jours qui viennent d'aller voir les installations dans la colonie. On sent que l'équipe scientifique y tient. Je sais pas si on leur a demandé pour que nos articles soient le plus flatteurs possible, ou s'ils sont sincèrement contents d'avoir de nouvelles recrues, mais ils sont vraiment prévenants. Enfin, nous verrons bien. Terminé. « 29 septembre 2042. Il est 14h, et avec Iban, nous allons assister à la présentation de la serre. Les plantes m'intéressaient déjà pas beaucoup dans le vaisseau. J'espère qu'ils auront mis des lumières et des couleurs pour que je me repère ici. Mais quel rabat-joie tu fais. Adrian m'avait expliqué les bases de ses recherches. Il compte beaucoup sur la serre pour le développement de la colonie. Tu crois qu'ils ont vraiment trouvé des nouvelles formes de vie? Je sais pas trop. Tu sais, on trouve des molécules organiques sur Mars depuis 25 ans, donc c'est possible. Mais c'est vrai que l'annonce tout de suite après notre arrivée, disons que c'est un hasard qui arrange tout le monde. Ah, bonjour Nathan. Iban, nous vous attendions pour commencer. Oh, bah fallait pas. On aurait pris la présentation en cours. Je t'avais dit qu'on aurait dû prendre notre temps. Allez, ça va pas être si terrible. Bon, comme je vous l'expliquais, nous espérions à ce stade avoir 3 ensembles de serres, mais nous avons rencontré de nombreuses difficultés depuis notre arrivée. C'est qui, lui? Paul Eisenberg, un de nos biologistes en charge de la serre principale. Merci. Le problème sur Mars, c'est qu'il faut apprendre à vivre au rythme de la planète. Vous ne pouvez pas lui imposer votre cadence. Tout ici est fait pour nous permettre d'être autosuffisants d'un point de vue alimentaire d'ici 2048. Il nous reste donc 6 ans pour développer la 3e unité et faire pousser les plantes dont Adrian a pris soin pendant votre voyage. Merci encore, d'ailleurs. Je sais que, vu depuis la Terre, 9 ans, c'est une éternité. Mais pensez bien qu'ici, la moindre tempête de sable peut nous ralentir de plusieurs semaines. Oui? Iris Duncan pour le Guardian. Savez-vous quand la 3e unité sera terminée? Difficile à dire. L'électricité qu'on produit va en priorité à la construction de nouveaux modules habitables, pas aux plantes. Alors, on fait au mieux depuis l'installation du premier campement, mais chaque étape de développement est compliquée. Les simulations faites sur Terre ne vous ont pas préparé à ces complications? Rien ne prépare à Mars. On a beau faire toutes les simulations qu'on veut sur Terre, quand on arrive ici, c'est l'inconnu. La Terre est différente, les éléments ne réagissent pas de la même manière. Ça nous a pris 3 mois pour installer les lignes électriques, parce que les dunes changeaient constamment. Sur Terre, on pouvait le faire en une après-midi. La vie n'est pas la même que sur Terre. Mais nous espérons que vous vous sentirez bien ici. Maintenant, nous avons même un bar, que certains d'entre vous ont déjà pu tester. Nous allons maintenant vous laisser visiter la serre principale. Faites bien attention où vous mettez les pieds. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. Bon, en fait, t'avais raison. On va peut-être pas enregistrer la suite. On se rend toujours compte que j'ai raison après coup.
30 octobre 2042. Voilà un peu plus d'un mois que nous sommes arrivés, et mon corps s'est progressivement déshabitué de la microgravité. J'ai eu le temps de visiter les dômes. C'est une sensation assez étrange de marcher sur la terre ferme, enfin si on peut dire, et en même temps de ne jamais être à l'air libre. Parce que sur Terre, on a le réflexe d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Ici, tout est confiné. Ça sent le neuf. Le bar attire beaucoup de gens le soir, mais aller toujours au même endroit, c'est un peu monotone. Comme la saison des tempêtes n'est pas tout à fait terminée, nos journées se résument aux 6 km² de la colonie de l'IMSF. Ça nous laisse le temps de mieux nous connaître, mais aussi de comprendre les enjeux immenses qui se jouent ici. Surtout d'un point de vue géopolitique. On sent que Mars est vraiment devenu le nouvel Arctique. Dans les années 2010, c'est en Arctique que tout se jouait. Les grandes nations installaient leurs armées pour récupérer les micro-parcelles de banquise qui tenaient encore le coup. Ici, c'est un peu pareil. Les scientifiques qui ont fondé la colonie il y a 9 ans sont surtout motivés par les découvertes qu'ils peuvent faire ici. Mais ils ne sont plus tout seuls. Les industriels ont commencé à envoyer des équipes dans le dernier vol Terre-Mars. Enfin, l'avant-dernier, vu que nous étions le dernier vol. Ils ont commencé à creuser le sol martien pour y trouver de l'eau qu'ils cherchent à exploiter, au grand désespoir des exobiologistes qui veulent préserver la planète. Ça ferait une bonne question à poser à l'exobiologiste. Recherche ou préservation de la vie sur Mars? Nathan, je pensais aller au bar. Tu m'accompagnes? Ah, salut Iris. Ouais, avec plaisir. Laisse-moi juste le temps de prendre mes affaires. Je suis inquiète pour Alex. Il reste à l'écart, même Stéphanie n'arrive pas à lui parler. Il regarde des vidéos de vagues toute la journée. C'est le seul bruit qui le calme. On est tous affectés d'une manière ou d'une autre. Tu sais, il y a encore 10 ans, personne n'avait besoin de s'habituer à ne plus voir la Terre. C'est sûr, mais je m'inquiète. Il y a déjà eu des cas de suicide dans la colonie, tu sais. Et le prochain voyage vers la Terre est encore loin. Tu penses faire partie du prochain vol vers la Terre? Je sais pas encore. J'avoue que j'ai un peu plus de mal à m'habituer à Mars que ce que je pensais. Mais je me vois pas retourner sur Terre tout de suite. Je sais pas si c'est très clair. Si. Enfin, je comprends. Ce voyage a changé tellement de choses pour moi. Tous les problèmes que j'avais avant de partir me paraissent insignifiants. Et je sais pas comment je vivrai mon retour. En même temps, je crois que j'en ai envie. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? On sort pas indemne d'un voyage pareil. Je me pose du coup des questions sur mes relations passées, sur le fils, le frère, l'ami, le petit ami que j'ai pu être. Et tu étais quel genre de petit ami? Oh, pas très présent, du moins pas assez. J'avais du mal à lâcher un reportage pour un dîner aux chandelles. C'était pas mon genre, tu vois. En fait, mon boulot passait avant tout le reste. La preuve, je suis ici aujourd'hui. Tu regrettes d'être venu? Non, vraiment pas. Moi non plus. Sinon, je t'aurais pas rencontré. Attends, j'éteins ça. 4 novembre 2042, Nathan Bénard pour National Geographic. Aujourd'hui, je suis avec Denise Hawking, exobiologiste. Merci de nous accorder cet entretien. Vous faisiez partie de la première mission pour Mars? Non, la seconde. Je suis arrivée une fois que les premiers dômes étaient installés, quand ça commençait à être plus facile. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un exobiologiste? C'est un scientifique qui, en collaboration avec des spécialistes d'autres disciplines, cherche les formes de vie extraterrestres, qu'elles soient passées ou présentes. D'accord. Et vous recherchez la vie sur Mars. Pensez-vous que, d'un point de vue éthique, il était raisonnable de poser le pied sur une autre planète alors qu'on risque de compromettre son écosystème? Oui, je comprends votre question. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal. Et je comprends aussi le fait que beaucoup de gens se satisfassent de rester sur Terre. J'aime moi-même beaucoup notre planète.
Mais je crois que c'était le seul moyen de vraiment comprendre l'univers dans lequel nous sommes. Nous avons pris, et d'ailleurs nous prenons toujours, beaucoup de précautions pour que les vaisseaux, les sondes et tous les instruments dont nous nous servons pour étudier cette planète soient aussi stériles que possible. Dans le meilleur des cas, les instruments sont bien stérilisés et nous ne compromettons pas l'écosystème martien. J'entends souvent des gens dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi on dépense autant d'argent sur Mars, quand on pourrait dépenser cet argent sur Terre. Oui, moi-même j'ai pu le dire. Oh, je comprends, vous savez. C'est vrai que les sommes paraissent faramineuses. Et avec tous ces déplacements de population sur Terre, c'est normal de se poser la question sur le financement de la colonie. Mais vous savez, la vie sur Terre peut s'arrêter à tout moment. La planète peut être touchée par un astéroïde demain, ou dans un mois, ou dans 1 million d'années. On n'en sait rien. Mais au cas où, je crois qu'il est important de chercher d'autres endroits dans le cosmos où l'espèce humaine peut survivre. Donc Mars est une planète B. En quelque sorte, oui. Idéalement, il faudrait que nous puissions établir aussi des colonies sur les exoplanètes, celles que nous avons découvertes à 6 années-lumière de la Terre. Et quelle forme de vie cherchez-vous exactement? Pas les formes de vie que nous connaissons sur Terre. Nous recherchons des microbes, des micro-organismes préservés dans la terre, la roche, dans l'eau gelée. Et il n'y a que sur Mars qu'on peut les trouver dans l'univers? Non, je ne pense pas. Quand on a lancé les missions martiennes en 2033, Mars était simplement la meilleure option. La planète est à bonne distance du Soleil. Il n'y fait ni trop chaud, ni trop froid, et aussi à bonne distance de la Terre. Suffisamment proche en tout cas pour pouvoir nous y rendre. Denise, excusez-moi de vous interrompre. On a besoin de ton avis au labo. Clarisse a analysé un échantillon de terre. Elle voudrait que tu viennes jeter un œil. Pardon Nathan, je sais que vous étiez en pleine interview, mais ça a l'air vraiment urgent. Pas de problème, j'ai déjà beaucoup de matière. Merci encore pour ton temps, Denise. Je t'en prie, on pourra continuer cette conversation plus tard si tu veux. Volontiers. « 25 novembre 2042. J'ai quasiment réalisé toutes les interviews que je voulais faire. Avec le commandant, avec Eva, son bras droit, avec l'équipe des exobiologistes. J'ai fait aussi les géologues, les géochimistes et les hydrologues de la colonie. Il faudra que je fasse des interviews complémentaires de la société Lucrum, histoire d'avoir les 2 points de vue de la colonisation de Mars. Lucrum a d'ailleurs fait pas mal de progrès. Nathan, mais qu'est-ce que tu fais? J'étais juste en train de faire mon point du jour. Tu pourras le faire plus tard. On nous attend pour la présentation presse. 5 décembre 2042. Iris, Iban et moi-même allons sortir de la colonie pour la première fois aujourd'hui. Pas fâché de prendre l'air. Nous allons embarquer dans le rover avec Gennady, qui a déjà eu la chance de repérer les lieux. En route. Alors, ça roucoule? Quoi? Pas du tout. En tout cas, je suis content pour vous aussi. Enfin, vous voyez... Je crois qu'on a saisi l'idée. C'est fou, je m'attendais pas à être aussi heureux de voir la lumière du jour. J'ai l'impression d'être en plein désert. C'est ça en fait, on dirait le Nevada, ou le désert marocain. Difficile de croire que la vie foisonne sous ces roches. On va bientôt arriver au point où je voulais vous emmener. Je vous conseille de vous accrocher pendant la descente. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la première fois en 2 mois qu'on est à l'extérieur? C'est presque irréel. Regardez à droite. On dirait...
merci Gennady. C'est magnifique. Si j'étais pas sorti depuis 2 mois, c'est ici que j'aurais aimé venir. Je me suis dit que ça vous plairait. Tu as eu raison. C'est très impressionnant. Ça a même fait Terriban. Non, c'est mon micro. Il doit pas bien marcher. On sait que sous tes airs bourrus, t'es un homme sensible. C'est quoi cette poussière là-bas? Change pas de sujet. Non, mais je change pas de sujet. Regarde cet amas de poussière. Gennady, je crois que c'est pas normal. Merde, c'est pas normal du tout. C'est un début de tempête de sable. Gennady, je crois que la saison des tempêtes, elle était terminée. Faut croire que non. Qu'est-ce qu'on fait? On peut repartir là? Va falloir essayer. Dépêchez-vous. Nathan Gennady, Nathan est tombé. Nathan! Gennady, Nathan est tombé. Nathan! Il faut le relever. Gennady, prends-le de ce côté. Allez, Iban. Encore un effort. On doit partir le plus vite possible. Iris, prends la suite pendant que j'essaye d'ouvrir. Allez, aidez-moi à le mettre à l'abri dans le rover. Mais on va se retrouver coincés là. C'est pas le moment de paniquer. Voilà. Maintenant, montez. On va tenter de démarrer et de se mettre à l'abri en attendant que ça se calme. Mais les tempêtes peuvent durer des mois ici. Comment on va faire? Est-ce qu'on peut au moins prévenir la colonie? Déjà, on va sortir d'ici. Et après, on avisera. On peut lui enlever son casque. Vérifie s'il saigne avant. Si tu vois rien, tu suis la procédure. Ok. Je vois rien. Non, je vois rien. Je pense qu'on peut y aller. Ça a l'air d'aller. Ça va, il va bien. Nathan, tu m'entends? Nathan? On va déjà couper ton foutu micro. 24 décembre 2042. Je suis toujours en observation. J'ai vu plus de médecins ces 20 derniers jours que dans toute ma vie. Je dois encore rester ici quelques jours pour vérifier que mes constantes restent stables. Pour vous décrire un peu la pièce dans laquelle je passe mes journées, ça ressemble à une chambre d'hôpital, mais sans fenêtre. Il n'y a pas de porte non plus. Enfin, ce sont des portes vitrées. J'ai donc une jolie vue sur les examens menés à ma gauche et à ma droite. Et j'ai la désagréable impression d'être une bête de foire. Et encore, je suis pas en quarantaine. Comment se porte notre aventurier aujourd'hui? Oh, quel aventurier. Écoute, ça va. Je me sens quand même beaucoup mieux. Tu m'as apporté quelque chose? Ah, ça? Oui, je me suis dit que pour ton premier Noël sur Mars, il fallait quand même marquer le coup. C'est une pousse de sapin que Dan m'a donnée pour toi. Ah. J'ai ajouté des petites LED pour le côté festif. Merci beaucoup. J'avais complètement oublié. Attends, je vais déjà éteindre ça. « 26 décembre. Ah, Iban. Je m'apprêtais justement à enregistrer un message pour mes neveux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nathan, je sais pas comment t'annoncer ça. Si c'est une blague... C'est Alex. Il s'est tué hier pendant une reconnaissance de terrain. Quoi? Mais comment? Il était pas avec l'équipe? Si, justement. Justement quoi? Il s'est suicidé. Et, il a profité d'un moment où tout le monde était concentré sur les échantillons que nous montrait Paul. Il s'est éloigné de nous. Je sais pas comment il a fait pour qu'on remarque pas. Tout d'un coup, on l'a entendu hurler un truc comme enfin, un peu d'air pur. Et on s'est tous retournés, mais il était trop tard. Il avait enlevé son casque depuis je sais pas combien de temps. Il arrêtait pas de crier, de faire la même chose. Il s'étouffait à chaque mot. Attends, c'était horrible. Horrible. Je sais pas quoi dire.
Y a rien à dire. Cette planète l'a rendu fou et on n'a pas été capable de le voir et de l'aider. Je m'en veux de pas avoir passé plus de temps avec lui. Iris avait senti que ça allait pas. Je pense pas que ça soit la faute de qui que ce soit. Et Stéphanie? Elle tient le coup? Elle était là aussi quand Alex s'est mis à hurler. Elle pouvait plus bouger. Et depuis, on essaie de pas la laisser seule, mais on sent qu'elle aurait envie de plus de tranquillité. Je vais te laisser te reposer et faire ton enregistrement. Désolé d'être venu te voir avec d'aussi mauvaises nouvelles. Non. Merci, Ivan. Bon. « 5 janvier 2043. Je suis sorti d'observation juste à temps pour célébrer le passage à la nouvelle année avec le reste du groupe. Enfin, célébrer... C'était pas le réveillon le plus gai que j'ai fait. Stéphanie a beaucoup bu, puis beaucoup pleuré. Et nous, on n'avait pas non plus le cœur à faire la fête. Sur le terrain, les scientifiques ont fait d'énormes progrès dans la recherche de vie extraterrestre. Mais ils n'ont plus l'air de vouloir partager leurs travaux avec nous. Je sais pas pourquoi. Eva a parlé d'avancer le vol retour des journalistes de plusieurs semaines, même si ça signifie que le voyage retour sera plus long, vu que Mars et la Terre ne sont pas au plus proches l'une de l'autre en ce moment. Le suicide d'Alex a fait les gros titres dans tous les journaux nationaux. Les gens sont furieux. L'opération séduction tourne apparemment au fiasco. Il est peu probable que l'équipe de Denise m'autorise à participer à leur prochaine expédition. Mais je vais quand même les relancer au cas où. Après plusieurs relances, Denise m'a finalement autorisé à prendre part à leur repérage du jour dans l'Olympus Mons, la plus grande montagne volcanique du système solaire. Et je suis surexcité à l'idée de voir ce volcan en vrai. Pour vous donner une idée, il fait un peu plus de 2,3 fois la taille de l'Everest. Nathan, tu pourras peut-être faire ton exposé plus tard. Là, faut qu'on y aille. Ah pardon, oui. Ça te dérange si je laisse mon micro allumé quand on sera sur place? Non. Les gars, on y va. Nous voilà arrivés au pied d'Olympus Mons. C'est extraordinaire. J'ai déjà vu des volcans impressionnants sur Terre, mais... c'est extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot. Je pensais pas voir une chose pareille de mon vivant. Moi-même, je m'en remets pas. Et je suis là depuis un moment. Viens, je vais te montrer ce qu'on est venu faire ici. Mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est la société Le Croum. Ça y est, ils ont déjà commencé les forages. Déjà? Eh oui, déjà. Ils sont déjà en train d'empiéter sur des zones normalement réservées à la recherche scientifique. Et vous faites rien? Crois-moi, on essaie. Tiens, regarde, on a commencé à prélever des échantillons de terre et de roches. Là, juste ici, au pied du volcan. En fait, on recherche des formes de vie passées. Tu veux dire des formes de vie similaires à celles qu'on trouve sur Terre? Oui, ou en s'en approchant au plus près. On a déjà découvert des formes de vie fossilisées jamais observées avant. Et parfois, on peut passer plusieurs mois à analyser un échantillon avant de s'apercevoir que, finalement, la roche est complètement stérile. Denise, viens voir. Ah, excuse-moi, Nathan. Et tu vois ce que je vois? Si c'est bien ce que je crois. Ce serait une découverte exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est? On n'en est pas sûr du tout pour l'instant. Mais Paul et moi, on pense que ça pourrait être une forme de microbe encore très actif. Et donc une forme de vie active, comme sur Terre? C'est très possible, mais il faut qu'on analyse les prélèvements pour être sûr.
Trouver des microbes aussi près de la surface serait vraiment étrange. Vous voulez rentrer à la colonie pour faire les tests? Non, on va encore rester 1 heure ou 2, histoire de bien quadriller la zone de recherche. Ah bah tiens, si tu veux nous aider, je vais te montrer comment on prélève des échantillons. Mais c'est quoi ce bruit? Ça résonne dans tous nos casques ou seulement dans le mien? Ah oui, pardon, ça doit être la batterie de mon micro. Elle doit être morte, ça devrait pas... Ah, ça y est. 18 janvier 2043. Nous sommes rentrés à la colonie après quelques heures. Là, on attend que l'équipe de Denise termine les tests sur la roche qu'on a prélevée à l'Olympus Mons. Si la présence de vie sur Mars, enfin d'une vie aussi semblable à celle que nous connaissons sur Terre, bref, si la vie est vraiment sur Mars, ça change la donne. Ça veut dire qu'on pourra habiter cette planète sur le long terme. Ça veut dire aussi que d'autres formes de microbes ou de virus malveillants pour l'homme sont peut-être cachés dans les entrailles de Mars. Votre attention, s'il vous plaît. L'équipe d'exobiologistes a une annonce de la plus haute importance à partager avec vous. Veuillez vous diriger vers le poste de commande principal. Denise, alors, qu'est-ce que ça a donné? Viens, on va l'annoncer à tout le monde en même temps. Même pas d'exclus pour notre géo? Pas cette fois. Merci à tous d'être venus aussi vite. Nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer. Comme certains d'entre vous le savent, les équipes de Paul et Denise étudient l'activité passée de l'Olympus Mons depuis déjà 8 mois. Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous avons découvert des microbes toujours vivants au pied du volcan. Il y a bien de la vie sur Mars. Évidemment, cela pose un certain nombre de questions. On ne s'attendait pas à trouver des formes de vie si avancées à la surface de Mars. On pensait plutôt trouver des fossiles. Les possibilités sont infinies. Il est probable qu'il s'agit là d'une conséquence du réchauffement subi par la planète ces dernières années. Cette découverte est sûrement un signe que la planète est en train de réagir à notre présence. Ça change effectivement beaucoup de choses. Tu crois que ça pourrait nous permettre de prolonger un peu notre séjour ici? Je sais pas, mais la suite se jouera ici. La suite se jouera ici? Mais qu'est-ce que tu racontes, Nathan? J'étais là quand ils ont fait ces prélèvements. Le volcan, c'était incroyable. J'ai jamais assisté à un tel événement. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous demanderai de ne pas divulguer ces informations à vos rédactions pour le moment. Elles sont sous embargo jusqu'à la validation du siège sur Terre. Nous aurons ensuite tout le temps de répondre à vos questions. Merci à tous. Allez, viens, on va chercher les autres. « 24 février 2043. Mon dossier complet sur la présence de vie sur Mars va faire la une du magazine National Geographic. Je viens de recevoir un message de la rédactrice en chef. Elle est certaine que la couverture va faire date. Le sujet a passionné la rédaction, et il y a de quoi. Le reste des journalistes se prépare maintenant à repartir sur Terre. Stéphanie et Iban comptent les jours. Je suis censé partir aussi, mais en accord avec ma rédactrice en chef, j'aimerais rester encore un peu ici. Quoi? Iris, je t'ai pas entendu entrer. Pardon, je voulais pas te surprendre. Je venais juste récupérer ma tablette. Il me semble l'avoir oubliée ici. Tu penses vraiment rester ici? Oui. Enfin, pas pour toujours, mais encore quelques mois. Je serai le correspondant de Nat Geo sur Mars. Mais c'est une planète si hostile, c'est tellement compliqué de s'y adapter. Et en même temps, je partage ta fascination. Justement, Iris, t'as pris ta décision? On sera pas trop de deux pour couvrir tous les sujets à venir. Honnêtement, je sais pas, Nathan. J'ai déjà annoncé à mes amis que je rentrais sur Terre. On ne ferait que différer notre retour de quelques mois. Tu me promets d'y penser? On verra.
Merci. Merci à tous. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi nous vous avons réunis ici, dans l'amphithéâtre de National Geographic. Vous venez donc d'entendre les retranscriptions de notre reporter Nathan Bénard, qui faisait partie des tout premiers journalistes à poser le pied sur Mars. Ces enregistrements nous avaient été envoyés en 2042 et 2043, au moment du premier reportage martien. Ils ont été entreposés et étaient depuis plus de 30 ans dans les archives de National Geographic. Il a fallu un nouvel incident pour que nous ayons l'intuition de fouiller dans nos vieux dossiers. Nous réalisons tout le caractère exceptionnel de ce témoignage, surtout quand on sait ce qu'il s'est ensuite passé sur Mars. Une production National Geographic, avec dans le rôle de Nathan, Hervé Lacroix, Iris, Anne-Jacques, Iban, Julien Hérichon, Paul, Philippe Awat, le directeur Julien Baucher, Gennady, Frédéric Lausanne, et dans le rôle de Pauline, Alexandra Furon. Prise de son et réalisation sonore, Frédéric Marronnier. Écriture et réalisation, Romy Roinard. There are other human beings on Mars now. Coexistence may prove just as challenging as it does on Earth. Mars civilization ultimately looks like an advanced version of Earth. Industry is going to be absolutely vital to that effort. Lucrum's a private corporation. And miners, they're here to make a profit. If there's money to be made, then people would go there to make the money. The Arctic is a perfect example of this. We see companies looking at the Arctic as a porthole for oil. Space is a new frontier. It's unexploited. What's that saying? Drill, baby, drill? Your crew is cut into a scientific preserve. What you're doing is not right. Anytime science reaches a conclusion, you are going to face pushback. In the history of human conduct, we have plenty of evidence of things going wrong. Whose side are you on? There are no real boundaries here. Mars is going to be more dangerous. There's a contagion going through the Lucrum colony. What the hell's going on in there? Consequences are going to be dire for everybody. I don't know what to do. The cost of being foolish is so high that you will fail. There's one thing Mars teaches you. It's patience. Space exploration brings out the best in us. It's where we solve problems that have never been solved before. No one can control what happens on Mars. The planet has a way of making sure actions have consequences.